Eh bien, bonsoir à tous et à tous et bienvenue une nouvelle fois cette année encore dans le grand amphithéâtre de Dauphine, ici l'amphithéâtre Edgar Faure, pour cette déjà 8e édition des prix Made in Dauphine. Made in Dauphine, vous le savez, c'est chaque année depuis 2018 une mise en lumière, une mise en avant des projets, des initiatives, des parcours des entreprises, des Dauphinoises et des Dauphinois. On ne change pas une formule qui gagne, donc il y aura toujours deux catégories. La catégorie des espoirs, donc ce sont soit de tout jeunes diplômés, soit des Dauphinois récents. Et puis les Dauphinois en eux-mêmes, ce sont ceux qui sont un peu plus d'expérience, en tout cas plus de 10 ans après leur diplôme. Les prix Espoirs sont au nombre de 5 cette année, dont le Grand Prix 2025. Nous ferons également une séquence Que sont-ils devenus avec un zoom et des interviews sur 3 anciens lauréats de Made in Dauphine. Et puis donc ça c'est pour la catégorie Espoir. Et puis dans les catégories Dauphinois, il y aura le Grand Prix Dauphinois 2025 parmi les 5 prix. Ce prix qui avait été remis ces dernières années, vous vous en souvenez, si vous nous suivez bien sûr, à Audrey Azoulay, ici même il y a un an, auparavant, entre autres Frédéric Sanchez, Natacha Cazenave ou encore Antoine Joutot. Programme donc très chargé avec ces 10 prix, un programme que l'on va débuter tout de suite en compagnie du président de Paris Dauphine et du président des alumni de Dauphine. Merci d'accueillir et d'applaudir Bruno Bouchard et Christophe Chenu. Messieurs, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette 8e édition de Made in Dauphine. Un mot tout d'abord à vous, Bruno Bouchard. C'est votre première cérémonie, même si ça fait presque un an que vous êtes à la tête de l'université. Mais donc voilà, vous étiez dans la salle il y a un an, sur la scène, pour cette édition 2025. Bienvenue. Merci. Christophe. Oui, alors bonsoir à tous. Bienvenue pour cette 8e cérémonie, effectivement. Donc j'ai la chance cette année d'être accompagné par Bruno Bouchard, qui a une grande qualité, c'est qu'il est un pur alumni de Dauphine, et c'est le premier dans ce cas, puisqu'il a fait 5 années d'études à Dauphine. Et donc on a la chance d'avoir un alumni. Donc ce soir, d'ailleurs, on va inverser les rôles, puisque c'est la soirée des alumni. Donc c'est toi qui vas m'appeler président, et non pas l'inverse. Monsieur le Président. Voilà. Alors je voudrais savoir, cher alumni, quels souvenirs vous gardez de ces études, de ces 5 années passées dans cet établissement? Alors d'abord, j'ai fait 9 ans à Dauphine. J'étais pas Première très bon. fake news. T'as redoublé? J'ai redoublé beaucoup. Non, j'ai d'abord des moments, beaucoup d'attachement à Dauphine, une très grande fierté d'avoir fait toutes mes études à Dauphine, et puis surtout le souvenir que à cette époque, des gens m'ont fait confiance à Dauphine, et je pense que c'est une des forces de Dauphine. Et donc effectivement, j'ai fait 9 ans parce que j'ai fait 5 ans pour aller jusqu'au magistère banque finance assurance. Mais j'ai eu la possibilité de faire des mathématiques en parallèle, donc j'ai fait un DEA de mathématiques après, donc ça fait déjà 6, et puis après j'ai même continué avec une thèse. Voilà, et donc j'ai pas redoublé, mais j'ai passé beaucoup de temps à Dauphine, et vraiment je remercie énormément Dauphine pour tout ce que ça m'a apporté. Ça m'a permis de faire une carrière en tant que chercheur, ensuite en tant qu'enseignant, y compris enseigner ici aux Dauphinois, et puis après en tant que membre de la gouvernance depuis 2016. Voilà. Voilà, et président depuis un an. Alors, dans la stratégie actuelle de Dauphine, il y a un point sur lequel je voudrais qu'on insiste ce soir, c'est l'internationalisation de cette université, très 16e au départ, très française ensuite, et qui est maintenant fait partie, via PSL, des classements mondiaux. Où est-ce qu'on en est? Quels sont les projets à court terme de développement au niveau international? Alors, effectivement, Dauphine s'est énormément internationalisé ces dernières années. On a des atouts extrêmement solides. On a déjà à peu près un quart de nos étudiants qui sont des étudiants internationaux. On a énormément d'échanges. Nos étudiants voyagent beaucoup. Typiquement, les étudiants qui sont en 3e année de licence de gestion, pour à peu près 2 tiers, font un semestre à l'étranger. C'est quand même beaucoup. Il y a énormément de parcours en anglais au niveau master. On est en train d'installer un parcours en anglais en 3e année de licence, justement, pour mieux accueillir les étudiants internationaux. Et puis, évidemment, il y a les campus, Tunis, Londres. Tunis qui est présent ce soir, d'ailleurs. Voilà, le campus de Dakar qui a été lancé cette année. Donc, on a des atouts extrêmement solides, et on a bien l'intention d'accélérer en jouant sur la marque de PSL, parce que PSL nous positionne quand même autour de la 30e, 40e place mondiale. Ça dépend des classements, mais en tout cas uniformément dans tous les classements. Et c'est quelque chose qui vraiment est une valeur énorme pour nos étudiants. Moi, je le vois quand je discute avec des grandes universités à l'international. Les portes s'ouvrent. On connaissait la qualité de Dauphine, je pense déjà, mais le fait d'apparaître en plus dans ces classements, eh bien, ça nous fait complètement changer de dimension. Et donc, à nous aujourd'hui d'en profiter, et c'est ce qu'on va faire pendant la mandature.
Alors j'en profite pour dire que notre rôle, nous, à Dauphine Alumni, c'est d'accompagner évidemment l'université. Donc dans ce cadre-là, nous avons des chapters, donc des bureaux de Dauphine Alumni dans un certain nombre de villes et de pays partout dans le monde et en France. Alors je prends mes notes parce que la géographie et moi, ça n'a jamais été mon fort. Donc on ouvre des nouveaux chapters. On en a ouvert un récemment à Abidjan, à Pékin et à Zurich. Et nous allons ouvrir à Séoul, Tokyo, Milan. Et nous serons présents à l'inauguration avec vous pour l'événement du campus de Dakar. Donc on couvre... on est évidemment aux États-Unis, partout en Europe et ainsi de suite. Donc maintenant, Dauphine Alumni a des bureaux un peu partout dans le monde, des petits drapeaux qui sont très utiles, soit pour les étudiants quand ils vont dans ces pays pour des stages ou pour leur premier job, soit pour les alumni, bien sûr, qui se retrouvent tout de suite avec une communauté qui peut les aider. Oui, et les alumni sont très très importants dans les chapters internationaux, sont les meilleurs ambassadeurs de la marque Dauphine. Dans nos implantations régionales, évidemment, vous pouvez jouer un rôle très important en soutenant nos étudiants. Ça peut être donner des cours sur les campus, ça peut être leur ouvrir les portes pour avoir un stage, une alternance, un job. Ça peut être aussi financer des bourses de mobilité, des bourses de vie. Enfin, voilà, on compte vraiment sur les chapters. Et nous, on prend du temps pour aller à la rencontre des chapters partout dans le monde. Si je te donne 30 secondes, Christophe, tu nous parles aussi des actions de Dauphine Alumni, les petits déjeuners, le Dauphine News en quelques mots. 30 secondes, c'est court parce que voilà, on a effectivement un magazine qui sort 2 fois par an. On organise des petits déjeuners à l'opinion où on interviewe des Dauphinois prestigieux. Le prochain, c'est Sophie Fusalpe, la patronne non, de... Sophie Lacoste de Fusalpe. Sophie Lacoste de Fusalpe. Voilà, tu vois, il fallait que j'en fasse une. Le 3 décembre. Et puis on organise évidemment plein d'autres événements via les clubs. On a beaucoup de clubs thématiques, donc tous les chapters, des événements avec la fondation. Donc on a une activité qui est très soutenue grâce à l'équipe des permanents dirigée par Sybille et qui bosse beaucoup. On termine, Bruno, par quelques chiffres clés. Nombre de diplômés dans le monde, c'est une question piège ou pas? 110 000, là, je vais répondre à sa place. Non, 115, on est passé à 115. On est passé à 115. Moi, j'ai tous les ans quand même. J'ai 115 aussi. Voilà. Moi, j'aimerais terminer quand même en saluant en particulier le président de l'association des alumni, mon président, et puis toute l'équipe qui organise ce prix Made in Dauphine. La première édition, c'était en 2018 à l'occasion des 50 ans de l'université. Et puis, depuis, vous organisez ce prix tous les ans. Alors justement, on a pensé très fortement à te le remettre parce que ça récompense des Dauphinois qui ont eu un mouvement très important l'année précédente. Donc on s'est dit que tu étais candidat mais que tu accepterais pas, puis ça ferait un peu entre soi. Donc en tout cas, il y a des lauréats. Peut-être un petit mot pour eux, pour les féliciter. Donc. Bravo aux lauréats. Vous savez, on va mettre en avant ce soir des personnalités qui ont des parcours particulièrement éblouissants. Donc bravo à eux. Moi, je voudrais quand même dire un mot, c'est que je me rappelle quand j'étais étudiant et que je bossais pour l'association du magistère Banque Finance Assurance, on essayait de reconstituer l'annuaire. À cette époque-là, j'étais très impressionné par le parcours des anciens, donc des anciens de l'époque, dans les années 90. Et je dois dire que quand on regarde le parcours des générations plus récentes, en tout cas, moi, je suis toujours impressionné. C'est tout l'objectif de ce prix, sachez-le, tous ceux qui sont lauréats ce soir, c'est d'être des exemples pour les étudiants qui aujourd'hui rentrent à Dauphine et qui se disent waouh, tous ces gens-là qui ont été primés depuis 8 ans ont été assis sur les mêmes chaises que moi, sur les mêmes bancs de l'université, chose qu'ils ne savent pas quand ils rentrent à Dauphine, et tout d'un coup ça leur donne des perspectives également sur la diversité des parcours, parce qu'on va le voir, on a effectivement des parcours très très différents. Messieurs, merci beaucoup. Nous avons été très longs, Jérôme. Vous avez été parce qu'il y a un match de foot ce soir. N'oubliez pas, il y a France-Ukraine et que Christophe veut voir à 20h45. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, messieurs. Et juste avant de parler de cette édition 2025 avec le président et la vice-présidente du jury, je vous propose de revenir en moins d'1 minute chrono sur les coulisses de la préparation de cette soirée, sur les coulisses notamment du jury. C'est une vidéo donc réalisée par Iris Valeur. On retrouve juste après le président et la vice-présidente.
On accueille donc le président du jury, la vice-présidente du jury, Olivier Mousson et Chloé Benjean. Merci à tous les deux d'être là. On les applaudit. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à tous les deux. Merci évidemment d'être ici. Donc, je le disais, donc président et vice-présidente. Je rappelle, Olivier, aussi, vous êtes un acteur important dans l'industrie avec le titre de président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale depuis presque une quinzaine d'années. Chloé, Olivier, on a vu quelques images du parcours de ce jury, du parcours de sélection. Qu'est-ce que vous retenez un petit peu de cette édition 2025? Qui veut prendre la parole? Olivier? Bon, je voudrais remercier le jury, parce qu'on va remercier les lauréats, on va les féliciter, mais un président de jury, il n'est rien sans le jury. Donc, je voudrais qu'on applaudisse le jury qui est au premier rang. Au premier rang. Voilà. En particulier Christophe, qui a été le premier président du jury avant moi, qui a été mon étudiant également, parce que c'est la transmission d'office. C'est la transmission, effectivement. Donc, qu'est-ce que je retiendrai pour cette année? C'est un grand cru, magnifique. Avec la parité, c'est important. Alors, j'en ai fait pas mal de jurys, hein, et c'est pas facile d'arriver à la parité. Et je crois que c'est la première année où on arrive à la parité. Et il y a même eu plus de candidats sélectionnés, femmes, que d'hommes. Oui, absolument. C'est la première fois. Oui. Et c'est pas un hasard, à mon avis. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait que, alors, je pense qu'on a un lauréat qui doit avoir moins de 20 ans, et puis on en a un qui est peut-être plus du côté de la retraite. Mais c'est ça aussi la diversité. Mais on parle beaucoup de la retraite, mais il continue à bosser. Et c'est pour tout ce qu'il a fait. On ne sait même pas s'il est impacté par la suspension de la réforme. Voilà, on lui posera la question. On lui posera la question. Chloé, qu'est-ce que vous retenez-vous de cette sélection? On a parlé de la parité, c'est important parce qu'évidemment vous êtes à l'origine, enfin, on va se dire c'est plus simple quand même, tu es à l'origine depuis 2017 et la première édition c'était en 2018, tu étais alors étudiante de cette cérémonie. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais dans l'économie c'est pas toujours facile de mettre à l'honneur la parité et on y est arrivé cette année, c'est un point important. Tout à fait. Merci beaucoup. Encore merci à toutes et tous d'être présents ici ce soir avec nous. Encore merci évidemment aux membres du jury et aux étudiants qui ont beaucoup travaillé, puisque c'est un point qui a été souligné par Olivier. L'intergénérationnel, c'est quelque chose qui est important depuis le début de la création du prix. Et effectivement, Jérôme, quand on a créé le prix, on a eu à cœur de mettre en avant la diversité des profils dauphinois, évidemment l'excellence de ces profils pour inspirer les futures générations, mais aussi de mettre en avant l'engagement des Dauphinoises et des Dauphinois, que ce soit via les prix Espoir, mais aussi via les grands prix, comme vous allez pouvoir le constater. Et donc, évidemment, l'équité homme-femme, l'égalité hommes-femmes sur les sujets également des candidatures, c'est quelque chose qui nous a toujours beaucoup tenu à cœur et que c'est un grand succès pour nous, en tout cas, d'arriver à cette parité. Tu es là depuis le début, quelques projets, quelques belles entreprises, quelques beaux parcours qui te reviennent à l'esprit? Alors effectivement, des beaux parcours, il y en a un certain nombre. Je pourrais citer quand même des startups qui ont bien décollé depuis qu'elles ont été primées. Notamment, je pense à Newmi qui a été primée il y a 2 ans et qui fait du lait maternel in vitro et qui a remporté le Grand Prix Hello Tomorrow de cette année. Je pense à Naboo qui est spécialisé donc, dans le marché du tourisme d'affaires, qui a levé 20 millions d'euros cette année. Les exemples, ils sont nombreux. On va faire un retour justement dans quelques instants, sur ces anciens parcours. On a évidemment l'éloquence de la différence qui cette année s'est illustrée aussi en allant à l'Élysée. On aura Mouna qui sera là d'ailleurs aussi un peu plus tard. Les beaux parcours sont nombreux. Ton propre parcours à toi aussi, c'est un parcours marqué par l'engagement. Il y a eu du changement professionnel depuis quelques mois. Parle-nous de ton évolution professionnelle. Alors effectivement, j'ai la grande chance d'avoir rejoint la Fondation L'Oréal, puisque, comme tu le sais, les sujets d'impact social et les sujets notamment d'égalité femmes-hommes sont des sujets qui me tiennent à cœur énormément. Et donc aujourd'hui, je suis responsable des programmes à destination des doctorantes et post-doctorantes à travers le monde, du programme For Women in Science de la Fondation L'Oréal. Olivier, oui. Partenaire de la chaire Femmes et Sciences de l'Université Paris-Dauphine. Absolument, donc, voilà. La boucle est bouclée. La boucle se boucle. Exactement. Olivier, j'aimerais qu'on revienne sur ces notions d'engagement et de transmission. Tu voulais nous en parler. Ce sont des points importants pour toi. Alors, moi, ce qui me frappe dans la nouvelle génération en particulier, la génération Z, enfin justement ceux qui sont les prix Espoir, c'est qu'ils sont super engagés.
Et on a autant à apprendre d'eux que l'inverse. Moi qui étais professeur, voilà, on leur a transmis quelque chose, mais on a beaucoup à apprendre d'eux parce qu'ils en ont envie. Ils ont envie de changer le monde et un monde durable. Et ça, c'est de plus en plus fréquent, pas simplement à Dauphine, dans toutes les grandes écoles. Voilà. Et on a des choses à apprendre. Donc, ça amène au deuxième point qui est effectivement la transmission. Donc, la transmission, elle fonctionne dans les deux sens. Et on a encore quelques trucs à leur apprendre, mais il me semble important de transmettre. C'est-à-dire qu'il faut que ça tourne. Et c'est pour ça d'ailleurs que, en tant que président du jury... Et la transmission, ça te concerne aussi? Ça me concerne aussi, au bout de 3 ans, je prends ma retraite. Non, pas tout à fait. Moi, en tout cas, de cette mission-là. Et également, je transmets le flambeau à une femme. À une femme. C'est normal. Hein. Que je te laisse présenter, que nous allons accueillir. Ah non, mais elle est magnifique. Voilà, Tiffaine. Tiffaine et Katzweiler qui nous rejoignent. Voilà. On se connaît depuis quelques années et on s'adore. Et effectivement, on se connaît depuis quelques années, comme l'amphi, comme beaucoup de choses que je connais depuis plusieurs années. Donc merci à vous tous, merci. Je suis très honorée de prendre ce rôle de présidente du jury. Honorée parce que ce qui a commencé, quand les Made in Dauphine ont commencé, l'idée était de récompenser des parcours remarquables et de parcours aussi au-delà de la sphère médiatique. Ça, c'est un point important. Et évidemment, pour vous, les étudiants, vous pouvez découvrir le champ des possibles, la profondeur, la diversité des carrières que vous pouvez mener. Et je pense que dans la période actuelle, c'est très important. Alors, grâce à toute l'équipe de Sibylle, grâce au jury et à Olivier, notamment Olivier, je voudrais donner une petite anecdote. Olivier a réussi à mettre de la lumière sur des profils, des pépites qui avaient été oubliés dans les sélectionnés. Donc, on se souvient de réunions mémorables. Et ça, c'est très important. C'est très important de pouvoir faire ça. Et puis aussi, je suis très enthousiaste. Bon, déjà, je suis enthousiaste de nature, mais là, très enthousiaste parce que le message qui est véhiculé par le prix est très important pour vous, les étudiants. Tous les parcours qui sont récompensés, tous les lauréats ont cheminé à travers des obstacles. Ils ont cheminé, mais à tout moment, à chaque moment, ils ont cru en leur bonne étoile. Ils avaient la foi dans l'avenir. Et je pense que dans la période actuelle, la foi dans l'avenir, c'est ce dont vous avez besoin. Et nous, les plus vieux, disons-le, on est là pour vous aider. Et il faut tirer les sonnettes, il faut venir et avoir foi en l'avenir. Votre responsabilité, vous la prendrez jeune, parce que le monde change et que c'est votre monde. Voilà. Donc ça, c'est important. Et donc, je suis vraiment contente de pouvoir cette mission. travailler. Voilà. Le dernier mot de la fin, Olivier. Non, on est vraiment ravis. Et ce que je voudrais dire, on est une communauté, mais on est presque plus. On est une famille. Et quand vous sortez de Dauphine, 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous allez avoir toujours des contacts avec les profs, toujours des contacts avec vos étudiants, toujours des contacts, et vous allez transmettre. On est une véritable famille, et en particulier à Dauphine. Eh bien, donc, merci à vous tous. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup. Et après donc voilà cette belle séquence de transmission, on va commencer vraiment la remise des prix. Cette année, on va alterner les prix Espoir et les prix dauphinois. On va commencer par un prix Espoir dans la catégorie engagée. Juste avant, un rappel pour tous les prix Espoir, donc au nombre de 5. Ils auront donc une cotisation à vie d'une valeur de 600 € à Dauphine Alumni, un coffret de champagne Nicolas Feuillat, puisque c'est un des partenaires fidèles également, Christophe Juarez est là de la soirée, et une possibilité bien sûr d'accéder à un ou des membres du jury, car Made in Dauphine, Olivier le rappelait, et Dauphine, c'est important, le réseautage. On va donc remettre le premier prix Espoir dans la catégorie engagement, et pour le remettre, j'appelle Agnès Simon-Pierry de BNP Paribas. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Bonsoir, merci de faire partie de cette cérémonie 2025. Et je vais donc, on va aller direct au but. Je vais vous demander le prix Espoir, à qui va-t-il être remis? Eh bien, le prix Espoir va être remis à KEEP et à Maribel Lamoureux qui est juste ici. Et avant de recevoir Mirabel Lamoureux, donc on va voir une petite vidéo qui nous explique justement ce qu'est KEEP. Elle, c'est Nadia, responsable informatique dans une collectivité.
Lui, c'est Théo, CEO d'une belle petite start-up. Leur point commun, c'est Keep, première plateforme française de produits digitaux reconditionnés qui s'adresse aux entreprises et aux acteurs publics. Pour Nadia, choisir Keep, c'est agir pour une démarche respectueuse de l'environnement qui favorise l'économie circulaire et l'emploi en France. Pour Théo, Keep, c'est l'assurance d'un investissement qui allie performance et rentabilité. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont besoin de téléphones, d'ordinateurs, de tablettes. Et nous, ce qu'on va leur proposer, en fait, c'est de faire un geste à la fois pour leur portefeuille et pour la planète, en choisissant de l'informatique de seconde main. La reine de la récup, ça vous va si je vous présente comme ça, Mirabel Lamoureux? C'est vrai que c'est des réflexes que moi j'ai eu depuis toujours. J'ai jamais eu d'ordinateur neuf. Pour moi, c'est une évidence. Et aujourd'hui, avec HIP, l'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde, et surtout les entreprises, se rendre compte que la performance et la sobriété numérique, ça va de pair. Un peu une évidence. Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite. Exactement, c'est ce que je dis à chaque fois. Alors, on a des petites particularités chez Keep, c'est que déjà on travaille qu'avec du reconditionné 100% français et qu'on va se positionner vraiment comme le tiers de confiance pour les entreprises. Un ordinateur reconditionné est en moyenne moitié moins cher qu'un ordinateur neuf. 500 entreprises et collectivités qui ont été conquises. Et surtout, je pense à un chiffre dont on est très très fiers, c'est que depuis le lancement, c'est 1200 tonnes de CO2 qui ont été évitées grâce au reconditionné. Voilà, merci d'accueillir Mirabel Lamoureux, directrice générale de Keep. Bonsoir Mirabel, venez ici entre nous deux. Bonsoir et félicitations. Merci. Chère Agnès, je vous laisse poser quelques questions à notre lauréate. Avec grand plaisir. Alors, je serais très très curieuse de savoir, mais qu'est-ce que ça fait de revenir dans ce grand amphithéâtre aujourd'hui pour recevoir ce prix? Eh ben, c'est sûr que ça fait quelque chose. On se le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il est un peu moins intimidant que sur mon premier jour de L1 il y a 10 ans maintenant. Et puis, je suis quand même très contente de revenir parce que ce prix, c'est aussi une histoire de retour. L'an dernier, j'avais déjà candidaté et j'avais pas eu la chance d'être retenue, c'était pas encore assez mature. Et donc, voilà, il faut croire que je suis d'un naturel tenace et que c'est une belle qualité chez une entrepreneur. Donc, me voilà là cette année. Et comme quoi, la ténacité paye. Alors, moi, j'aimerais beaucoup savoir comment t'es venue l'idée de reprendre Keep. Comment t'es venue cette belle idée, en fait, de parcours? Je pense qu'il y a une petite tendance au recyclage chez moi et que la reprise, c'était un peu une évidence dans ma vision de l'entrepreneuriat, faire avec ce qui existe déjà et lui donner une seconde vie et essayer de prolonger le plus possible. Donc voilà, au sortir du Covid, l'opportunité s'est présentée. Moi, je cherchais à avoir plus de sens en fait dans ce que je faisais et donc me lancer dans le reconditionné, c'était vraiment l'évidence. Simplement. On en est où de Keep à l'instant T en termes, là c'est le journaliste Echo qui prend la main, en termes d'effectifs, en termes de nombre de clients, qui sont les cibles? C'est des entreprises, des collectivités essentiellement? C'est exactement ça, c'est entreprises et collectivités. Là d'ailleurs, le Salon des maires approche et c'est vrai que c'est un gros événement pour nous. Et puis aujourd'hui, Keep, c'est une équipe de 6 personnes, c'est des fournisseurs partout en France et plus de 500 entreprises, comme je disais, qui sont clientes. Et les effectifs? 6, pardon, voilà. Une autre question, Agnès? Oui, alors moi je voudrais savoir, on est en pleine période de plan d'action 2026. Moi j'aimerais savoir, c'est quoi les perspectives pour l'avenir? C'est quoi les 2-3 sujets clés qui arrivent pour 2026 pour toi? Comme je disais, il y a toute la partie secteur public, où en fait maintenant c'est une obligation pour les collectivités de s'équiper au moins de 20% de réemploi. Donc nous, ça va être la conquête de ce marché-là et de faire en sorte que tous les établissements publics se rendent compte que dans un moment où en plus les budgets se resserrent, le reconditionné, c'est une solution qui permet d'être moins cher, écologique évidemment, et qui en plus crée de l'emploi sur nos territoires. Donc c'est vraiment que du gagnant pour les collectivités. Et juste un mot, Agnès, un grand merci au nom de toute l'équipe de Made in Dauphine pour le soutien sans faille de BNP Paribas également. C'est important pour vous d'accompagner la cérémonie et les lauréats. Avec plaisir, et puis c'est un réel plaisir d'être là avec vous, de soutenir des jeunes entrepreneurs qui ont autant d'énergie et en plus sur des sujets engagés. Voilà, ça fait chaud au cœur. Eh bien, merci, félicitations. Merci. On fait une petite photo.
donc à Mirabel Lamoureux, merci à Agnès Simon-Pierry. C'était le premier prix Espoir. À présent, un prix dauphinois de l'année. Donc, il y aura 5 prix business, talentueux, entrepreneur, un coup de cœur de jury et le grand prix dauphinois. On va commencer dans la catégorie entrepreneur. Et pour remettre ce prix, j'accueille Clara Julbert, qui cette année encore fait partie des étudiants qui ont participé très activement à la préparation de Made in Dauphine. Clara Julbert. Bonsoir. Bonsoir Clara. Ravi de t'accueillir cette année encore sur la scène de Made in Dauphine. Donc tu vas nous révéler le nom de ce premier prix dauphinois. Oui, c'est le dauphinois qui remporte le prix entrepreneur de l'année et Clément Alteresco. Et avant de recevoir Clément, donc le fondateur de Morning, eh bien on va justement voir ce dont il s'agit quand on parle de Morning. On parle bien sûr de coworking, mais pas seulement. Regardez cette vidéo. Morning, c'est une équipe. Ça, j'ai pas le droit de le dire. Équipe. Mais de toute façon, maintenant avec l'IA, tu peux me faire dire ce que je veux là. Ah, ok, on la refait. Salut, je m'appelle Clément Alteresco et je suis le fondateur de Morning. Morning, c'est une sacrée aventure. On fait plein de trucs. La première, c'est qu'on a une quarantaine de bureaux dans lesquels on accueille plein de startups, d'entreprises. La deuxième chose, c'est qu'on crée maintenant, on design, on aménage des bureaux chez les autres. Et la troisième chose qu'on fait, qui est très cool, c'est qu'on crée plein d'événements. Tous les jours, il y a des rencontres chez nous, des entreprises qui viennent louer les espaces, qui font des cocktails, des séminaires. Et tout ça fait que chez Morning, chacun passe sa bonne journée de travail. Merci d'accueillir Clément Alteresco, président et fondateur de Morning. Bonsoir Clément. Bonsoir à tous. Promotion 2004, il y a 20 ans, 21 ans, vous étiez ici. Que de chemin parcouru. Effectivement, ça fait plaisir de revenir sur cette scène. C'est assez spécial, effectivement. Je vous laisse entre les bonnes mains et les bonnes questions de Clara. Oui, j'ai voulu faire comme toi, donc j'ai pris un petit papier, Jérôme. Morning est aujourd'hui un acteur reconnu pour avoir repensé les espaces de travail et la manière dont on collabore. Quelles sont les grandes ambitions et transformations que tu imagines pour Morning dans les années à venir ? C'est pas facile parce qu'il faudrait que je fasse un détail de ma stratégie à 5 ans, ce que je n'ai pas. Les trucs intéressants qui vont se passer, c'est qu'on va ouvrir en région. Pour l'instant, on est à Paris. On a Annecy, effectivement. Pour l'instant, on n'est qu'à Paris. On a 53 espaces. J'ai entendu que j'en avais dit 43, mais c'était il y a 1 an cette vidéo. C'est 53 voilà, maintenant. Un petit peu avancé. Donc Annecy, premier endroit où on pose nos valises en dehors de Paris. Donc ça va être quelque chose d'intéressant. Et puis peut-être d'autres villes. Et puis ce qu'on va essayer de faire ces prochaines années, ce qu'on fait déjà, c'est de stabiliser la croissance. On a fait beaucoup de croissance post-Covid. On a été un service très attendu après le Covid. Et donc là, on a un peu ralenti. On fait attention à nos marges. Et ça, c'est devenu important. On internalise plein de sujets. Je vous donne un exemple sympa. On a internalisé récemment le café. Donc on fait notre propre café. Le café, c'est un produit qui devient très cher, et donc du coup, on a décidé de l'internaliser. Donc voilà, on a plein de petits projets comme ça qui viennent récupérer des marges, et ça, c'est assez chouette. Il faut être innovant, il faut creuser. Notre question. Génial, on a hâte de voir la suite. Tu as aussi cofondé donc, la Climate House. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un nouveau lieu parisien pensé pour réinventer l'économie au service de la transition écologique et sociale. C'est un projet qui traduit une vraie réflexion sur les liens entre business et impact positif. Qu'est-ce qui a déclenché chez toi cette prise de conscience et comment tu l'intègres aujourd'hui dans tes projets ? Bon, la prise de conscience, je pense qu'à force de voir notre planète aller pas dans le bon sens, on l'a tous compris. Donc non, à mon modeste niveau, j'ai pu mettre à disposition un espace de Morning qui est dans le Sentier, qui fait 2000 m², qui est l'ancien espace du NUMA, qui a toute une tradition d'innovation derrière cet espace. Et on y a créé avec 80 entrepreneurs. On a fait une belle levée de fonds, un espace, un écosystème avec plein de sujets autour de cette transition. Et le message, c'est surtout que les entreprises ont un rôle à jouer. Et c'est ça qu'on essaie de porter dans cet endroit, c'est de transformer l'économie, transformer les entreprises, les aider à passer la deuxième. Toute dernière question, Clara, rapide, réponse rapide. J'ai cru comprendre que tu avais une petite anecdote.
sur cet amphi, ce C'est vrai lieu. que- Et c'est vrai c'est que un conseil pour les étudiants aussi qui sont présents et qui peut-être un jour nous rejoindront sur scène. J'espère qu'ils feront jamais ce que j'ai fait il y a 24 ans. La dernière fois que je suis monté sur cette scène, j'étais déguisé en femme avec une perruque blonde pour le gala Dauphine. Et j'avais embrassé le président sur la bouche. C'était Donc, qui, Bruno. le président ? J'étais beaucoup plus beau à l'époque. Et donc voilà, ça m'a fait penser à cette belle anecdote. Voilà. Pirate entrepreneur un jour. Et si jamais tu as un Toujours. conseil pour les étudiants, Lequel serait-ce ? Bruno. Non, le conseil, c'est de suivre son instinct, pas trop écouter ses profs, ni ses parents, et suivre ce qu'on a envie de suivre son ventre. Voilà. Merci beaucoup. Juste un mot, Clément, qu'est-ce que vous faites demain à la mi-journée ? Demain, on est vendredi. Est-ce que vous n'auriez pas un petit moment pour je passer dans passe les locaux chez de BFM. Bon, bah alors ok, donc on s'y voit. Donc voilà, donc demain C'est je avec toi recevrai. Oui, c'est avec moi. Bon, voilà. Je recevrai donc Clément demain dans La France à tout pour réussir, diffusion à 14h30. On se verra demain. Demain. On voit. Merci beaucoup. Merci donc voilà Clément Ateresco pour ce premier prix dauphinois. On va passer à présent aux 2 prix talents de ce Made in Dauphine. Et pour remettre ces 2 prix, j'appelle Iris Valère, étudiante en master politique publique. Iris. Voilà, Iris est en coulisses. Bonsoir Iris. Viens là. Ravi de te retrouver, toujours très engagé dans la préparation de ce Made in Dauphine. On l'a vu dans la vidéo que tu as faite. C'est du boulot et sur des mois. Hein. Oui, c'est vrai, mais toujours un plaisir. Alors, qui remporte ce prix Talent 2025 parmi les Dauphinois ? Eh bien, cette année, le jury a l'honneur de le décerner à Marion Labouré. Marion Labouré de promotion 2007 de Deutsche Bank qui va nous rejoindre directement. Bonsoir Marion. Bonsoir Marion. Bonsoir. Promotion 2007, vous la même chose, les souvenirs que vous gardez à l'instant T de Dauphine ? Alors, il y en a beaucoup. Et je me rappelle effectivement quand j'ai mis les pieds pour la première fois dans cet amphithéâtre, c'était extrêmement impressionnant. Et c'est vrai que Dauphine, pour moi, c'est vraiment le retour en arrière. C'est là où tout a commencé. Ouais. Et effectivement, on a passé tellement de bons moments dans ces amphis. Je pense que mon meilleur moment, effectivement, c'était le ski, le week-end au ski. Il y avait Dauphine, discussion, débat à l'époque. J'imagine que ça existe toujours. Que j'ai vraiment adoré à Dauphine. Eh bien voilà, et le temps que Iris récupère le trophée qu'elle vous donne dans un instant, Iris, je vais te laisser la main pour quelques questions à Marion. Oui, tu es économiste, chercheur. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la recherche ? Alors, je pense qu'il y a très peu de gens qui naissent en se disant j'ai envie de faire de la recherche. En tout cas, moi, je ne suis pas née en me disant je veux faire de la recherche. Mais j'ai eu la chance à Dauphine de faire maths, beaucoup de maths. Et ensuite, je suis partie à Londres, à la LSI. Je ne voulais pas vraiment être mathématicienne. Et je voulais faire quelque chose d'autre avec un peu de maths, mais pas tant que ça non plus. Donc, j'ai fait des relations internationales. J'ai adoré et je me suis retrouvée en fait sur le marché du travail. Malheureusement, la pire année, quand Lehman Brothers s'est effondré. Et c'était extrêmement difficile de trouver un travail à l'époque. Et un peu par hasard, j'ai intégré la Commission européenne et j'ai eu la chance d'intégrer notamment le cabinet du président Barroso et de me retrouver à travailler auprès de son conseiller économiste. Et c'est là où j'ai vraiment découvert l'économie. J'ai adoré, je n'avais pas vraiment fait d'économie avant. Et suite à ça, j'ai intégré Barclays. Donc j'ai travaillé 3 ans à Barclays en tant qu'économiste Europe. J'ai beaucoup aimé, je me suis dit c'est peut-être le moment de retourner à l'école pour faire de l'économie. Et là, j'ai fait ma thèse en économie et ensuite, j'ai rejoint le département d'Harvard et j'ai vraiment adoré. Et maintenant, je fais de la recherche, mais qui est beaucoup moins académique, qui est beaucoup plus pratique. Et quand on a préparé cette émission avec Sybille, elle m'a dit tu présenteras bien Marion comme soignante en économie. Pourquoi cette définition ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que, alors, au-delà que les économistes, la plupart ont un doctorat, donc on est docteur déjà, on est un peu soignant. L'objectif d'un économiste, c'est de comprendre le mal-être de l'économie et ensuite de guérir le pays. Donc nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est regarder quand il y a un taux de chômage assez élevé, à quoi c'est dû. Quand il y a des problèmes d'endettement, à quoi c'est dû, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Et on cherche les problèmes et on cherche, au-delà de chercher les problèmes, on essaie de les résoudre.
Absolument. Une dernière question peut-être, Iris? Oui, peut-être un conseil pour les étudiants qui hésiteraient en 2025 à s'engager en parcours de recherche, peut-être? Alors, il y a beaucoup de conseils. Je pense que le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est d'être résiliente, de croire en ses rêves. C'est pas facile. Tout le monde essuie beaucoup d'échecs, mais continuez à postuler, continuez. Enfin, effectivement, lorsque vous allez sortir sur le marché du travail, il y a des années qui sont un peu plus faciles que d'autres, mais vous allez essuyer des refus. Continuez à postuler, continuez à croire en vos rêves, continuez d'être résilient, c'est important, et d'y croire jusqu'au bout. Marion Labouré, donc prix talent de cette promotion 2025. On vous félicite et on vous applaudit avec la remise de ce prix. Merci. Mettez-vous là pour la photo, voilà. Merci et félicitations. On va donc passer au deuxième prix talent. On va mettre non pas un, mais deux sportifs à l'honneur, deux étudiants de Dauphine qui bénéficient de ce programme qu'on appelle le programme talent, dont on reparlera dans un instant. Mais tout d'abord, on accueille les deux remettantes de ces prix talent dans la catégorie espoir. Il s'agit de Pauline Leroux-Collin, la directrice de la Fondation Dauphine, mais aussi une dauphinoise qui a mené sa carrière dans le sport, Florence Ardouin. Mesdames, bonsoir, vous rejoignez-nous sur la scène. Bonsoir Pauline. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Et bonsoir Florence. Enchanté. Donc Florence Ardouin, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Il y a tout juste 6 ans, en 2019, vous receviez donc le prix de la Dauphinoise de l'année. C'était un des tout premiers prix. À cette époque, vous étiez dans les instances de la Fédération française de football. Vous voyez, le prix Made in Dauphine, il a bien évolué. Il est encore là en 2025. Même le trophée a évolué. Il est très joli. Quel souvenir vous aviez eu de recevoir ce prix en 2019 ? Déjà, ça m'a fait la même impression quand je suis revenu tout à l'heure en rentrant dans la fac, en étant là dans l'auditorium. Ça m'a rappelé mes belles années. Et des très belles années que j'ai passées là. Et j'avais un seul regret, en fait, c'est de ne pas pouvoir participer au gala de Dauphine aux soirées. Parce que quand on fait du sport de haut niveau, c'était compliqué. Et donc, malheureusement, je n'ai pas pu assister à ces beaux galas. Vous, le sport de haut niveau, c'était l'escrime. Hein. C'était l'escrime. Est-ce que vous nous rappelez ce que vous avez fait en escrime, un palmarès, des bilans? On a été vice-championne du monde par équipe. C'était loin, à Budapest. Et j'ai gagné 3 tournois de Coupe du Monde individuelle. Voilà. Bravo, vous Pauline, avant de recevoir nos deux espoirs, quelques mots de la Fondation Dauphine, dont vous êtes la présidente, quelques actualités. Directrice. La directrice. Le président de la Fondation est présent ce soir avec nous, Vincent Montagne. Alors effectivement, depuis 3 ans, Vincent. On a vraiment la grande chance d'être invité systématiquement par Dauphine Alumni à remettre un prix et à doter ce prix. C'est important pour nous de pouvoir remettre. Donc ce soir, pour les 2 prix, la Fondation offrira une bourse de 2 500 € à chacun des lauréats pour leur témoigner de l'engagement des alumni auprès des jeunes dauphinois. C'est important pour nous. À la Fondation, on a des grandes missions principales autour de l'égalité des chances, de l'excellence de la recherche. On soutient également l'entrepreneuriat, on en a parlé, vous savez, on a un incubateur à Dauphine. Et puis, on soutient également tout ce qui est autour de la mobilité du campus. On a 2 résidences étudiantes. Et ça, c'est grâce au soutien notamment des alumni et des parents d'élèves et aussi des entreprises. On collecte environ 4 millions d'euros chaque année et près d'1 million vient des alumni en France et à l'étranger. Voilà, donc c'est vraiment important pour nous de pouvoir faire une chaîne de solidarité et remettre aussi cette bourse ce soir. Eh bien, on reçoit les récipiendaires. On accueille Toscane Tori et Victor Guillermin. Toscane et Victor, bonsoir, venez. Bonsoir à tous les deux. Un mot de présentation de chacun d'entre vous. Donc, on l'a dit, vous faites à la fois du sport et des études. Alors, vous nous dites dans quelle catégorie. Je commence avec vous, Toscane. Je fais de l'escrime, je fais du sabre et Mettez bien votre micro près du menton. Et c'est ma 2e année en senior, c'est-à-dire la catégorie olympique. Victor. Et moi, je fais de l'escalade et en difficulté pour ceux qui connaissent. Et pareil, je suis en 2e année senior, donc dans la cour des grands. Le programme Talent, on en a parlé, quelques mots, c'est important, ça vous permet de mener justement ces deux aspects de votre vie. Victor ? Eh bien ouais, c'est clair que ça permet d'avoir aussi une rigueur
intellectuelle qu'on n'a pas forcément dans le cadre du sport. Et on passe effectivement notre année à travailler ce corps sans penser trop à l'esprit. Du coup, de venir ici, ça permet de faire ça. Et en plus, ça apporte une vie sociale hors du cadre du sport qui est vraiment la bienvenue et qui est très relaxante. Je vous laisse sous le feu des questions de Florence et de Pauline. Qui veut poser la première question? Pauline. Alors, c'est moi qui ouvre le bal pour une question un peu pour tous les deux. Tu viens de le dire, Victor, mais comment, en fait, l'excellence qu'on trouve ici à Dauphine, parce que c'est voilà, vraiment le fer de lance de l'université, d'avoir l'excellence de l'enseignement, comment vous vous servez, en fait, de cette excellence qui est enseignée ici à Dauphine et comment ça vous inspire dans la pratique de votre sport? Ça permet, via l'exigence que les deux demandent, de trouver un équilibre qui n'est pas toujours facile à assumer par rapport aux compétitions, aux examens et à la fatigue. Mais ça permet d'avoir un équilibre qui fait que dès que soit les études, soit le sport, ça va un peu plus mal, on peut se tourner vers l'autre et pouvoir travailler et continuer à être exigeant là-dedans. Et que vous inspire, Toscane, le parcours de Florence dans l'escrime? Dites-moi. Il y a d'autres plus beaux parcours que moi. Mais voilà, mais vous avez un parcours proche Dauphine plus escrime. Est-ce que c'est un modèle à suivre? Et vous, quels sont vos prochains rendez-vous sportifs capitaux? Si je dis pas de bêtises, elle est championne du monde, vice-championne du monde. Donc j'aimerais bien avoir au moins le même résultat en individuel. Et après, on en a parlé un peu avant et j'ai l'impression qu'elle a bien réussi en dehors du sport. Donc j'aimerais bien suivre le même parcours. Ça vous inspire, voilà. Une question, Florence, peut-être un de nos deux étudiants? Une question peut-être pour Toscane. En fait, quand on fait du sport, chaque sportif a un moment assez inspirant, déterminant et décisif dans sa carrière. Alors, en escrime particulièrement, tout va hyper vite. Si vous avez vu des assauts à la télévision, tout se passe en une fraction de seconde et encore plus au sabre. Donc, j'ai envie de te demander, Toscane, toi, est-ce que tu as une touche qui a été particulière et qui a été déterminante, qui a changé un peu tout le fil de ta carrière? Je dirais que c'est ma dernière touche au championnat du monde par équipe en juillet dernier. Même s'il restait 2 relais après moi, on était tellement devant et on avait une tellement bonne dynamique et on avait tellement confiance les unes envers les autres que ça m'a permis de relâcher complètement la pression en sachant à 95% qu'on allait gagner la finale et de profiter à fond de cette finale avec les filles et d'après de profiter de notre victoire et de encore aujourd'hui essayer de se rendre compte qu'on est championne du monde. Pauline, peut-être une question? C'est Florence qui va... Et Victor, je voulais faire un parallèle un peu entre quand on se prépare pour gagner une compétition, pour dans la vie au bureau parfois remporter des appels d'offres, réussir un examen. La préparation physique et mentale, pour moi, ça joue un rôle majeur dans la performance. Comment est-ce que toi, tu te prépares et est-ce que tu perçois des similitudes entre la préparation à une compétition et la préparation à la réussite d'un examen? Ça, c'est clair qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes entre les deux. Moi, je ne suis pas très talentueux en tant que sportif, mais par contre, je travaille beaucoup. Et en tant qu'étudiant, globalement, c'est pareil. Du coup, je crois vraiment en cette qualité qu'est le travail. Et si on arrive à l'examen ou à la compétition en ayant bien travaillé, en ayant prêt, normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Et en plus, avec ce qu'apporte le sport en gestion de l'émotion et en capacité à gérer le stress, ça roule toujours. Toscane, Victor, bravo. Ouais. Une petite question encore, Pauline? Oui, on voulait vous demander ce que ça représentait pour vous, ce prix qu'on vous remet. Officiellement, Merci. Voilà ce prix. Et moi, c'est une grande reconnaissance de la part de l'Université Paris-Dauphine envers tous les élèves du programme Talent, donc que ce soit des sportifs, des musiciens, des acteurs ou des entrepreneurs. Et voilà, et si seulement la société pouvait autant aider les sportifs que la Fondation Dauphine, il y aurait beaucoup plus de champions. Et qu'est-ce que ça représente, les 2500 € aussi, c'est important. Vas-y. C'est une grande aide et ça va être utilisé souvent dans des camps d'entraînement à droite, à gauche pour aller voir aussi ce que se fait à l'étranger et s'inspirer des meilleurs toujours. Même question, c'est 2500 € quand on est une étudiante, c'est fondamental aussi. Ça permet de financer un peu sa saison,
Je suis interne à l'INSEP, donc c'est l'Institut national du sport d'expertise de la performance. Et par exemple, ça va me permettre de payer l'internat et de ne pas avoir à me préoccuper de où aller chercher de l'argent par rapport à ça. Donc, voilà. Merci à la Fondation Dauphine. J'ajouterais juste Merci beaucoup. On est vraiment dans la dernière ligne droite des dons, donc si vous faites le calcul de la déduction fiscale, vous verrez que ça coûte vraiment pas grand-chose et que ça vaut le coup de soutenir. Et j'ajouterais aussi pour Victor qu'on a un président de l'université qui est un très bon grimpeur aussi, je crois. Donc tu le croiseras peut-être ou tu pourras peut-être toi lui donner des cours. On discutera technique carrément. Toscan Toré, Victor Guillermin, que l'on applaudit, les programmes talents. Merci beaucoup. La photo, la photo. Voilà donc pour ces deux prix talents. On revient au prix dauphinois dans la catégorie business. Ce prix, après délibération du jury, a été décerné à Agathe Bousquet, promotion 1996, la présidente de Publicis Groupe France. Alors Agathe Bousquet est actuellement en déplacement à l'étranger, donc son prix lui a été remis au tout début de l'été, ici même à Dauphine, en présence du président Bruno Bouchard et de Christophe Chenu. Tout cela a été bien sûr filmé. Je vous propose donc d'écouter Agathe Bousquet nous parler de son parcours, de ses souvenirs de Dauphine et de ses conseils professionnels. Agathe Bousquet. Alors j'ai commencé dans le milieu associatif à Solidarité Sida il y a une trentaine d'années. On a monté le festival Solidaise, donc j'espère tous les étudiants dans la salle ont un bon niveau de connaissance dessus. Et puis après je suis rentrée dans le monde de la communication, du marketing, chez Auréa CG qui est devenu Havas. J'ai gravi les échelons, je suis devenue présidente d'Havas Paris. Et en 2017, Arthur Sadoun, patron de Publicis mondialement, m'a recrutée pour diriger Publicis en France. Voilà. Et c'est donc ça que je fais depuis maintenant 8 ans. Je m'occupe de Publicis en France. Alors il se trouve qu'en plus récemment, en effet, Arthur m'a demandé de prendre en charge un réseau créatif mondial qui s'appelle Léo. La constellation Léo, c'est 113 pays et agences dans le monde où il y a des créatifs. Et voilà, c'est ma responsabilité de présider ce réseau mondialement. Publicis est numéro 1 mondial dans le monde de la communication. Donc en effet, c'est de la data, du média, de la création et de la tech. Et en fait, depuis 25 ans que je suis dans le monde des agences, la tech a sans arrêt, chaque année, bousculé absolument notre manière de travailler. Mais ça l'a rendu encore plus intéressant et encore plus efficace aussi ce qu'on fait. Parce que maintenant, on est capable d'adresser des messages à la bonne personne au bon moment grâce à des moyens technologiques très forts. Donc notre métier, il est sans arrêt bousculé. Et là, il est bousculé évidemment avec la révolution de l'IA, et notamment de l'IA générative. Et ça rend notre industrie encore plus intéressante finalement, parce qu'on a à la fois beaucoup de challenges pour former les gens, pour faire en sorte qu'on soit tous à la hauteur de ce qui est en train de se passer. Et en même temps, ça rend la création, à un moment où tout le monde peut finalement créer avec l'IA générative, la vraie création, la grande création, encore plus puissante et finalement avec plus de valeur, je dirais. Je suis extrêmement honorée de recevoir ce prix. J'ai beaucoup d'admiration pour tout le travail qui a été fait à Dauphine pour rendre cette école avec une réputation bien encore plus puissante que celle qu'elle avait quand j'y suis rentrée en 1995. Moi, j'ai un souvenir vraiment marquant d'un prof qui, en 1995-96, demande dans la salle « Bon, alors maintenant, qui a déjà été sur Internet ?» Et dans la salle, on était 5 mains à se lever parce qu'on était au tout début de l'histoire. Et aujourd'hui, finalement, dans nos agences, on dit « Bon, alors qui prompte tous les jours ?» Et il y a quelques mains qui se lèvent, mais je crois que très rapidement, toutes les mains vont devoir se lever pour être à la hauteur. Donc j'ai d'immenses souvenirs de Dauphine, des professeurs extraordinaires. Et j'encourage tout le monde à devenir alumni parce que Dauphine nous donne énormément avec des cours de très grande qualité. Et finalement, il faut rendre aussi un peu à Dauphine ce qu'elle nous a donné. Ce que je voudrais donner comme conseil aux étudiants, d'abord, c'est qu'ils s'orientent vers de la communication, du marketing, de la tech, qui sont des métiers passionnants ou pas.
ne négligez pas la communication en général. Je ne parle pas de réputation, je parle de communication. Savoir faire adhérer, mobiliser, faire passer ses messages, être clair sur sa posture, sur le sens de ce qu'on dit, les mots qu'on choisit. Tout ça, ça aide une carrière, ça aide un leadership. Et souvent, on pense que si on fait bien les maths et qu'on fait bien la finance, etc., on n'a pas vraiment besoin de réfléchir à ça. C'est très important pour justement trouver la voie de son propre leadership. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il ne faut jamais négliger sa curiosité vis-à-vis de la tech. Alors, on va me dire évidemment encore plus en ce moment, mais en général, la tech, elle est à notre service. C'est une capability, comme on dit, qui est clé. Et ce n'est pas parce qu'on est surtout du genre visionnaire et pas tellement dans le back-office qu'on doit être resté loin de la tech. Et puis, la troisième chose, suivez et entourez-vous des meilleurs. Parce que ça, c'est le pari gagnant pour faire une belle carrière. Voilà donc Agathe Bousquet. Les messages donc d'Agathe Bousquet, lauréate du prix Dauphinois 2025 dans la catégorie Business. On enchaîne avec un nouveau prix Espoir dans une catégorie qui, vous allez le voir, est à mi-chemin entre l'engagé et le business. Pour le remettre, j'appelle Aline Christiani. Bonsoir. Bonsoir Aline. Bonsoir Théo. Comment ça va? Ah bah, super bien. Fidèle au poste. Dès que je suis là, moi, je vais bien. Voilà. Donc, le prix est remis à Pierre Michaud de Alp Vengers. Eh bien, avant de recevoir Pierre Michaud, on va donc voir une petite vidéo qui nous parle de cette activité de Alp Vengers. On est là dans le domaine de l'événementiel sportif sur mesure. Voici donc une vidéo qui a été tournée dans le cadre du Challenge Valléen 2025 à Saint-Gervais-Mont-Blanc, en Haute-Savoie, bien sûr. Bon bah, je te laisse partir. Je te laisse l'avance, on se retrouve là-haut. On se retrouve en haut. Yes, record battu. Ah, c'est l'arrivée. Ah, trop bien, j'ai encore gagné. Yes. Merci d'accueillir Pierre Michaud, un des cofondateurs d'Alp Vengers. Bonsoir Pierre, venez là. Mets-toi au centre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors est-ce que cette vidéo elle est claire? Est-ce qu'on a tout compris du concept et du pitch d'Alp Vengers? Je vous le demande, je ne suis pas sûr parce qu'elle est très spécifique, mais je vous le demande du coup. Alors si vous le pitchez, allez, je vous donne une quinzaine de secondes. Ouais, j'ai parlé d'événementiel sportif sur mesure, qu'est-ce que vous en diriez vous? On n'en est pas loin, on crée des championnats outdoor connectés. Voilà, en fait c'est une nouvelle façon de participer à des épreuves sportives. Et on a essayé de dénuder cette façon de faire de toute contrainte. Voilà. On pourra rentrer dans le détail si vous voulez. Mais... Ah ben si, je veux. Bien sûr que je veux. Parce que c'est vrai que c'est pas si évident tout de suite à comprendre. Et dès qu'on comprend, on trouve ça génial. Et c'est ce qui nous a attirés dans le jury. On a trouvé ça original, moderne. En fait, tu t'appuies sur une application pour créer un événement sportif où effectivement tout est réglé, l'itinéraire, les étapes, les récompenses. Mais du coup, en tant qu'utilisateur, tu peux faire ça quand tu veux, comme tu veux. Tu n'es pas contraint par un week-end et ça a plein d'avantages. Donc, est-ce que tu peux me donner vraiment un exemple très concret? Vas-y, c'est ton moment de pub là, profite-en. Un petit exemple. C'est à Chamonix, tout ça c'est à Chamonix. Oui, on est basé à Chamonix, donc je suis natal de Chamonix. On est passé en mode hiver, il neige aujourd'hui à Chamonix, donc si je devais citer un exemple, je parlerais probablement du Nordic Tour, championnat de ski de fond connecté pour cet hiver. Vous arrivez à Chamonix et quand vous le souhaitez sur la saison hivernale, vous sortez le téléphone et vous vous alignez sur l'épreuve du Nordic Tour. Les sportifs jouent la montre. Les familles, comme vous l'avez compris, peuvent aussi prendre leur temps, répondre à des jeux, en apprendre un peu plus sur le territoire. Et à la fin, chocolat chaud et bière pour tout le monde.
ça fait partie du jeu avec les sociopros locaux. Le modèle économique, tu cibles qui? Les collectivités, les entreprises, les sites touristiques? Exactement, c'est du B2B2C, donc office du tourisme, collectivité, et puis sur le côté très corporate, les entreprises pour leur staff, tout à fait. Création en 2022. Levée de fonds 2025, c'était dans les tuyaux, elle a eu lieu, elle va avoir lieu? Oui, elle vient de se clôturer à la fin du mois de juin, et parmi elles des Dauphinois, donc c'est chouette. Donc merci. Voilà. Bravo, merci Dauphine. Aline, d'autres questions? Donc moi j'ai encore quelques questions. Donc, ce qu'on a trouvé intéressant, effectivement, c'est au-delà de l'intérêt, bien sûr, pour les participants, mais c'est aussi ce qui nous a vraiment attiré, c'est l'intérêt pour le territoire. Puisque si je comprends bien, avec votre activité, vous développez le territoire autour de Chamonix, tout en préservant son environnement. Explique-moi. C'est clairement un outil de valorisation territoriale. On essaie de proposer une nouvelle façon de mettre en valeur un territoire au territoire, donc aux offices du tourisme et aux communes, en le dénudant de toute contrainte. Pas de logistique, pas de balisage, pas de pic de masse concentré sur une date, pas de dossard à payer, pas de contraintes calendaires. Donc voilà, une nouvelle façon d'animer un territoire et surtout en collaborant avec les sociopros locaux. Voilà. Donc vraiment bravo. Eh bien bravo. Bravo pour ça. Attends, c'est pas fini. J'en ai encore une des questions. Eh bien vas-y Aline. Parce que moi je dis que ce garçon peut en inspirer plein d'autres dans cette salle, d'ailleurs filles ou garçons, parce que je trouve que dans cette activité, Pierre, en discutant avec toi, c'est que finalement tu as concilié 3 valeurs fondamentales. La première, c'est celle bien sûr des hard skills, c'est-à-dire des compétences professionnelles indispensables pour faire ce que tu fais et entrepreneuriales, mais aussi ta passion pour le sport, puisque Pierre était quand même champion de ski alpin en slalom. Bravo. Et enfin, ton amour pour ton territoire. Donc je trouve ça assez merveilleux de se dire que finalement, on peut vraiment rejoindre ses rêves en bossant et en passant par Dauphine. Donc justement, dis-moi ce que Dauphine t'a apporté par rapport à ce parcours. Oui, 2 choses, outils et réseau. Outils parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait Master 225 et ça m'a permis notamment de structurer la levée de fonds qui vient de se clôturer. Ça m'a aussi donné accès à des super beaux jobs pour mon début de carrière à Paris en fusion-acquisition et dans un fonds d'investissement. Donc des super outils qui me permettent de faire ce que je fais aujourd'hui. Et 2 réseaux. J'ai eu la chance d'avoir les conseils et l'écoute de M. Chenu à l'octobre dernier. J'ai des Dauphinois au Capital qui nous suivent et qui me motivent. Je fais encore de très belles rencontres encore aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de choses à prendre à Dauphine. On est au bon endroit. Pierre Michaud, bravo, Pierre. Voilà, donc un des prix Espoir. Bravo. Et le prix vous Voilà, donc Pierre Michaud, on passe à présent à un coup de cœur du jury pour un Dauphinois et une Dauphinoise. Pour remettre ce prix, donc coup de cœur du jury, j'appelle Inès Brière, étudiante en Master Management financier de l'entreprise. Inès. Bonsoir. Bonsoir Inès. Bonsoir Inès, un grand merci à travers toi, donc je l'ai fait avec les autres aussi pour tout le travail, vous les étudiants que vous faites pour la préparation de ce Made in Dauphine. Tu t'es notamment, je crois, occupé de la sélection des dossiers dans des catégories et je crois que c'est un gros travail à la fois de collecte des infos et de synthèse, donc un grand merci à travers toi à tous ces étudiants qui y participent. Je te laisse la parole pour dévoiler le nom de ce coup de cœur du jury 2025. Donc, le coup de cœur du jury 2025 est décerné à Jean-Christian Kipp. Jean-Christian Kipp qui nous rejoint directement sur la scène. Bonsoir Jean-Christian. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à Made in Dauphine. Donc on va parler Merci. un mot et ensuite je laisserai la parole à Inès. De Odysseus, c'est quoi cette belle aventure de Odysseus? Alors Odysseus, c'est une fondation que j'ai créée quand j'ai vendu mes entreprises il y a 4 ans. Et j'ai apporté une partie des actions des entreprises qui ont été vendues après à la fondation. Et la vocation de la fondation, c'est la promotion de l'aventure et la défense des libertés. Eh bien, c'est sur ces thèmes, entre autres, que va vous interroger Inès. Donc, en tant qu'homme d'affaires, entrepreneur, reporter, écrivain et aventurier, comment votre passage à Dauphine a influencé votre manière de penser ou de vous engager ? Mais moi, j'ai passé 1 an à Dauphine, j'ai fait un DEA, je crois que le terme a changé depuis. Je suis ingénieur de formation, j'ai fait Supaéro. Et en sortant de Supaéro, d'abord, j'avais absolument pas envie de travailler. Et deuxièmement, je sentais bien qu'il me manquait quelque chose. Et j'ai un peu regardé quel type de 3e cycle on pouvait trouver.
Et il y avait un DEA, donc le DEA 101 d'Alain Cotta, qui s'intitulait Stratégie internationale de l'entreprise. Alors stratégie, j'en ai fait 5 ans, international, j'en viens et j'y retourne, et de l'entreprise, ça a été une grosse partie de ma vie. Et ce que j'ai trouvé à Dauphine, d'abord c'est des cours extrêmement intéressants, et ça a été pour moi une ouverture sur le monde, en fait. Et autant du côté des cours que du côté des élèves, c'est-à-dire les élèves avaient des cursus qui étaient extrêmement divers et étaient assez internationaux. Et ça m'a donné ce que j'attendais. Et d'ailleurs, je crois que ça se terminait en juin. En juillet, je partais pour une expédition de 3 mois. Inès, une autre question. Et justement, quelle mission ou expédition vous allez le plus transformer, celle qui a peut-être changé votre vision sur le monde? Alors, c'est la première, c'est pas étonnant. C'est la première, enfin, c'est une succession de premières. J'étais parti en Afghanistan, c'était dans les années 80, ça date un peu. Je suis plus âgé que le KIP qui a été présenté en début de... Quelle promotion? Vous êtes de quelle promotion, vous? Alors moi, je suis sorti de Dauphine en 86, je pense. Voilà. En 86. Et donc, je suis parti faire une caravane humanitaire pour l'Afghanistan. L'Afghanistan, dans les années 80, était envahi par les Soviétiques. Et les Moudjahidines afghans se battaient contre l'armée rouge. Donc, c'était un creuset d'idéal, si vous voulez. On allait là-bas pour faire l'humanitaire, mais aussi on voulait défendre les idéaux des gens libres face à une puissance beaucoup plus importante qu'eux. Et j'y suis revenu à plusieurs reprises, et donc d'abord comme humanitaire, et ensuite j'étais grand reporter, envoyé spécial de l'Express. Et c'était fondamental pour moi, c'était un voyage fondateur parce que, en fait, on vient avec un idéal et on repart avec un énorme pragmatisme. On se rend compte sur le terrain, et c'est, je pense, important d'aller sur le terrain, on se rend compte sur le terrain que tout n'est pas si simple, que la réalité est complexe, que la réalité est compliquée, que le manichéisme est une très mauvaise habitude et que tout n'est jamais ni blanc ni noir. Et j'ai fait des rencontres extraordinaires, j'ai rencontré Massoud, mais pas que des grands commandants. J'ai aussi rencontré des gens extraordinaires dans l'humanitaire, comme Robert Salomon-Terrasse, qui était le patron de Médecins sans frontières là-bas, et qui m'a beaucoup inspiré. Toute dernière question, Inès, sur un message, je crois. Et peut-être, justement, si vous avez un message à faire passer aux jeunes Dauphinois ce soir, qu'est-ce que ce serait? C'est oser, c'est sortir, mais je pense que vous êtes un peu dans ce schéma-là, c'est sortir des chemins tout tracés, sachez trouver des chemins dont on ne connaît pas l'issue, essayez de tenter, c'est ça. Il y a 2 valeurs des aventuriers, c'est appréhender le risque et se mettre en danger. Et je pense que si on ne fait pas ça, on se met un peu en danger, un peu aller vers des choses qu'on ne connaît pas, on perd quelque chose dans sa vie. Donc, osez. Osez, voilà. Merci. On peut applaudir Jean-Christian Kipp. Le coup de cœur du jury, venez là pour la photo. Approchez-vous, Jean-Christian, voilà. Approchez-vous pour la photo. Merci et félicitations. Et juste avant de remettre les 2 grands prix de l'année 2025 chez les Espoirs et chez les Dauphinois, bien, on va recevoir 3 anciens lauréats des prix Espoirs pour voir comment se passe leur parcours depuis leur prix Made in Dauphine. Merci d'accueillir donc Martin Jaglin et Mouna Bizri, ainsi que Sonia Adam-Ledunois, vice-président de l'université. Messieurs et madame, bonsoir. Bonsoir Mouna. Bonsoir Martin. Bonsoir à tous les 2. Et bonsoir Sonia, bien sûr. Donc je le disais, vice-présidente de Dauphine en charge des partenariats et des relations avec les entreprises. On en parlait d'ailleurs avec Pauline, c'est important, les relations avec les entreprises. Essentiel pour l'université, dans une période où, comme la fondation, on a quelques petites problématiques de levée de fonds côté fondation et de collecte de fonds aussi côté université. Donc
c'est essentiel aujourd'hui de cultiver ces relations. Vous êtes aussi directrice de la House of Entrepreneurship de Dauphine. On en avait parlé ici même il y a un an. Rappelez-nous en quelques mots les missions et les objectifs de cette maison en bon français. Ouais, la maison de l'entrepreneuriat, le hub de l'entrepreneuriat, on peut l'appeler comme ça. Il y a l'incubateur qui a été développé il y a déjà pas mal d'années et aujourd'hui la House of Entrepreneurship permet de vraiment venir en complémentarité de l'incubateur et notamment sur les phases de sensibilisation et de pré-incubation, puisque c'est important aussi de travailler ces étapes-là dans un projet entrepreneurial. Alors, on va parler de 3 anciens prix Made in Dauphine. Un troisième n'est pas là, on en parlera dans quelques petits instants. Je vous laisse la main. Par qui voulez-vous commencer ? Martin. Alors, Martin. Martin, vous avez fondé en 2011 Mon Petit Gazon, un jeu vidéo de foot entre amis. Pas mal d'étapes se sont développées depuis votre prix Made in Dauphine en 2018. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Dont un rachat important. Ah, vous avez spoil ma chute. Oui, je spoil, voilà. Pardon, Martin. Non, mais bien sûr. Non, en 2018, en fait, on venait de lever des fonds. Je crois qu'on avait 1 million d'utilisateurs. Donc, c'est un jeu de fantasy où vous êtes entraîneur virtuel de joueurs réels. Donc, si vous avez Désiré Doué dans votre équipe qui marque un but, ça vous fait gagner. Il n'y a pas d'argent, c'est pour le fun. Et donc, à l'époque, on venait de lever des fonds et on a bien grandi depuis. Et effectivement, la finalité, je commence par la fin, c'est qu'on s'est fait racheter il y a 3 ans par la Ligue de foot professionnelle. Donc, ça s'est bien passé. On a pu faire grandir nos plateformes. On a maintenant 4 millions de joueurs sur Mon Petit Gazon, Mon Petit Prono. Est-ce qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui ont déjà joué ? Oui. Ah, quand même quelques mains qui se lèvent. Et un troisième, super. Et Mouna aussi. Et Mouna aussi, donc très bien. Et voilà, et aujourd'hui à la Ligue de foot, en fait, on s'occupe, 1, de faire grandir nos plateformes et 2, de faire grandir le digital de la Ligue de foot et notamment la nouvelle chaîne télé Ligue 1+. Voilà. De mon ami Nicolas Taverneau, que vous saluerez de ma part. Voilà. Avec qui j'étais il y a une demi-heure. Voilà. Et quand vous dites on, c'est Benjamin Fouquet et Grégory Rota, vous deux cofondateurs de 2018, hein, c'est bien ça. Exactement. Et vous êtes restés fidèles tout au long de ces 7 ans ensemble. Exactement, en fait on était collègues, puis amis, puis associés. C'est mieux dans ce sens-là d'ailleurs, que amis puis collègues. Mais ça se passe très bien toujours et puis je les vois tous les jours et je leur dis bonjour. Et tout ça a commencé, j'ai lu une interview de vous où vous disiez que l'idée était née en 2011 dans un bar parisien lors de la bière de Trot. C'est la bière de Trot qui a lancé toute cette aventure ? Exactement, en fait souvent on a des idées pas possibles et puis il y a des moments où on a un peu plus d'enthousiasme que d'autres. Et c'est vrai qu'on n'a pas choisi l'entrepreneuriat où en fait il faut disrupter un secteur, il faut résoudre un problème comme on entend souvent dans les levées de fonds. On a juste écouté notre passion qui était le foot et la technologie et le digital. Et on a créé un jeu qui nous plaisait et qui a grandi tout seul. La reconnaissance de Dauphine en 2018, ça a été un moment important. Vous sortiez juste en plus de l'université, donc ça a été un moment important. Visibilité, réseau, ça nous a aidé à avoir des partenaires, des annonceurs, donc ça a accéléré notre croissance. Donc encore une fois, merci à Dauphine. Sonia, je vous laisse la main pour la deuxième interview. Voilà. Bienvenue, on se retrouve. Vous avez reçu votre prix Made in en 2023. Exactement. Vous avez créé Éloquence de la différence, on en parlait tout à l'heure, je crois que c'est Chloé qui le mentionnait. Depuis, les choses ont bien évolué pour vous également. Vous avez une mission sur cette structure qui est de développer la confiance par l'éloquence pour les personnes en situation de handicap. Et je crois que là aussi, les choses se sont développées avec des nouveaux projets. Mais là, je vais faire un petit peu de teasing, je vais vous laisser dire ce qu'il en est. C'est vrai que lorsque j'ai reçu le prix il y a 2 ans, on accompagnait une centaine de personnes par an sur une dizaine de programmes. Maintenant, on en a une quarantaine et on accompagne 400 personnes. Et on espère atteindre 1000 personnes en 2028, à la fois sur les adultes et sur les enfants. Et de mon côté, mi-2024, j'ai recruté une directrice générale pour structurer l'association et sortir de l'opérationnel, parce que je suis plus un créateur, un entrepreneur qu'un gestionnaire, et on avait besoin vraiment de cette compétence-là. Donc maintenant, toute la partie programme est pratiquement indépendante. Et en fait, on en a eu aussi un grand moment. C'est qu'il y a 20 ans, il y a eu la grande loi française autour du handicap en février 2005. Et
2 semaines avant la loi, avant les 20 ans de cette loi que tout le monde voulait célébrer, je reçois un appel que j'attendais depuis 1 an de la conseillère de l'Élysée qui m'a dit « Mouna, c'est bon, on a eu le go, par contre, on a 10 jours pour tout organiser. » Et donc, on a organisé un événement à la présidence de la République. Donc, ce qui était super, c'est qu'on a pu remercier nos proches, les bénévoles et aussi avoir plein de personnalités. Et en tant qu'entrepreneur, moi, ma volonté, c'est de répondre à ma mission, qui est de pouvoir créer le cadre pour que les personnes en situation de handicap, dans tous les champs de leur vie, atteignent leur potentiel. Et donc, avec éloquence de la différence, on travaille sur l'individu. Et en ce moment, j'ai lancé un nouveau projet qui s'appelle We Make the Diff, qui est une plateforme digitale pour permettre aux entreprises et aux salariés de lever tous les freins au handicap dans le monde professionnel. On parlait, Mouna, de l'importance du réseau. Je crois que vous voulez faire 2 remerciements à 2 personnes qui sont là, parce que ce réseau de Dauphine vous a permis d'ouvrir les portes de L'Oréal, et puis aussi la Fondation Dauphine vous a bien aidé. Donc, quelques mots de remerciements. Ouais, c'est vrai que ces 2 structures m'ont énormément aidé, et j'aimerais aussi remercier personnellement Aline qui m'a ouvert beaucoup de portes, Pauline et Sybille, et aussi Monsieur Montagne avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger il y a à peu près 1 an. Merci beaucoup. Est-ce que tu as, Sonia, une autre question ? On peut vous applaudir, bien sûr, tous les 2. Et on va parler donc, Aline, du 3e des invités qui devait être là, qui a été retenu à Bordeaux pour des raisons professionnelles. Il s'en excuse vraiment donc auprès de nous. C'est Nicolas Guine-Brotière, le cofondateur de Vestac en 2019. Un mot, Sonia, de Vestac et de Nicolas. Ouais, l'entreprise également, dans l'ADN de Dauphine tout autant. Une ambition pour Vestac, concevoir et construire des bâtiments en divisant par 3 l'impact carbone de la construction. Ils ont reçu leur prix Made in Dauphine en 2021. Et depuis, il y a une croissance qui ne fait que croître. Se développer. Alors donc les chiffres clés qu'il nous avait fournis et qu'il aurait dû vous donner en direct, je vous les donne. Donc aujourd'hui, l'entreprise, c'est un chiffre d'affaires qui sera de 20 millions d'euros en 2026, 80 collaborateurs avec une usine de production à Saint-Germain-Laval en Seine-et-Marne. Il y aura donc aussi une quarantaine de bâtiments qui ont déjà été livrés et puis 5 opérations majeures depuis en début d'année 2026. Il y aura aussi une grosse levée de fonds. Bref, voilà, beaucoup d'actu. Mais on voulait donc, à travers vos 3 exemples, Nicolas, Mouna, et puis Nicolas qui n'est pas là, montrer que Made in Dauphine, oui, à l'instant T, on remet des prix, on récompense souvent des débuts de parcours, mais que derrière, il y a une belle suite, et je pense qu'on peut applaudir donc ces 3 anciens lauréats. Merci à tous les 3. Et la photo, non, on n'a pas de photo. Voilà donc la dernière ligne droite de la soirée avec les 2 grands prix Espoir puis Dauphinois. On commence par le grand prix Espoir et pour le remettre, j'appelle Pierre Chassagne, associé chez EY. Pierre. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Pierre, donc comme BNP Paribas, comme les champagnes Nicolas Feuillat, fidèle partenaire de cette soirée Made in Dauphine. On se retrouve souvent dans tes locaux. L'année dernière, c'était plus à La Défense. Cette année, tu nous as fait découvrir l'espace Faber-Novel dans le 9e arrondissement. Au nom de Made in Dauphine, un grand merci. On a moins de locaux que Morning, mais effectivement, on a quelques installations et on était ravis d'accueillir encore une fois tous les talents prometteurs de Dauphine. Alors donc, belle promotion 2025 révélée ce soir. On en vient donc au Grand Prix Espoir. Quelle est la lauréate, puisque c'est une lauréate? Exactement, la lauréate est Fanny Sauvé pour Horus Énergie. Et on l'applaudit. Et avant de recevoir Fanny... Vous pouvez.
On va donc la recevoir dans un instant, mais juste après cette présentation d'Aurus Énergie, on est au cœur de la flexibilité électrique des bâtiments. Voici donc une vidéo qui explique Aurus Énergie. Et si vous étiez rémunéré pour mieux consommer votre électricité? Avec Aurus Énergie, c'est possible. Pour éviter le blackout, notre système électrique doit maintenir à chaque instant un équilibre entre production et consommation. Mais l'intermittence des énergies renouvelables et les pics de demande compliquent cette stabilité. Les usagers capables d'ajuster leur consommation offrent une flexibilité qui est récompensée par le gestionnaire du réseau RTE, évitant le recours à des centrales fossiles coûteuses et polluantes. Aurus Énergie permet aux gestionnaires de bâtiments de saisir cette opportunité et de devenir des gardiens du réseau électrique. Nous agrégeons aujourd'hui des millions de mètres carrés d'entreprises comme Ikea, La Poste ou Vinci. Notre accompagnement est complet. Nous estimons rapidement le potentiel de flexibilité de vos bâtiments, puis nous nous connectons en un jour au système existant pour exploiter la flexibilité électrique. Nous opérons à distance le déplacement des consommations sans impact sur le confort. Ces décalages de consommation sont ensuite valorisés sur les différents marchés grâce à notre expertise. Vous êtes récompensé pour votre contribution à l'équilibre du réseau. Avec Aurus Énergie, vous bénéficiez d'un triple gain. Un revenu jusqu'à 1 € par mètre carré par an, une réduction de 70% de l'intensité carbone de l'électricité de pointe. Vous rejoignez les gardiens du réseau électrique. Rejoignez dès maintenant les gagnants de la transition énergétique. On accueille Fanny Sauvé, cofondatrice d'Aurus Énergie. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Et bienvenue Bonsoir. donc dans cette cérémonie. Donc, on va beaucoup parler d'Aurus Énergie. La première question, Pierre, je te laisse la poser. Merci. Félicitations Fanny. Le jury a été conquis malgré la jeunesse d'Aurus Énergie qui a 2 ans. Conquis par cette combinaison de l'innovation au service de l'environnement, de l'utilisation de nos ressources. Donc plein de questions. Je laisserai à Jérôme le soin de poser des questions sur le business model, l'économie et autres. Et je t'en poserai d'autres demain. Sur Exactement, il y a une session de rattrapage demain. Mais donc je te laisse. Et moi, la je vais me parole concentrer sur donc plus sur ton parcours d'étudiante à Dauphine. Tu as passé 5 ans. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quel est le moment clé qui a conduit à cette aventure Aurus? Alors, tu vas pas apprécier la réponse, j'ai pas un moment, mais peut-être un millefeuille de moments et de rencontres, à la fois autour de l'engagement associatif. Donc moi, c'était au sein de la junior entreprise, et tous les événements qui vont avec, mais aussi au niveau des cours. J'ai quelques profs qui m'ont marqué, notamment en master d'économie numérique, Jean-Michel Dalle, qui est un très bel entrepreneur qui m'a beaucoup inspiré. Et puis, je dirais aussi sur la partie des alternances que permettent Dauphine. Donc moi j'ai pu faire mon master en alternance dans un fonds de capital risque et c'est là où j'ai pu rencontrer énormément d'entrepreneurs qui m'ont inspiré à suivre ce chemin. Voilà. Très bien. D'autres questions? Oui, j'ai une autre question. Moi, j'ai plein de questions, mais je vais vas-y. me limiter à 3 d'ailleurs. Donc ma deuxième question, on l'a évoqué, Olivier parlait de famille, de réseau, d'écosystème, de communauté. Et comment le réseau Dauphine a joué pour toi dans ce premier envol vers Aurus? Je peux donner une réponse plus rapide. Juste l'exemple était là juste avant. Clément Alteresco, qui était sur scène tout à l'heure sur le prix entrepreneur, est un investisseur chez Aurus Énergie sur notre premier tour de levée de fonds. Donc c'est un bel exemple de ce que peut permettre le réseau dauphinois. Bon, bah, bravo à lui. S'il s'en souvient. Et une troisième question, Pierre? C'est pas tellement une question, mais tu m'as demandé de t'offrir un temps de parole plus familial, donc je te l'offre. Non, c'est simplement pour dire quelques mots. Je n'ai pas de grands conseils à donner à qui que ce soit étant sorti en 2022, mais de vous dire juste de pouvoir oser. Oser, pour moi, ça veut dire oser plus loin et différemment des autres, surtout l'ère de l'IA où tout est souvent lissé, les emails de candidature, tout est très lissé, et essayer de penser toujours en dehors, donc oser contacter les gens, oser aller parler, faire des rencontres, oser directement
je ne sais pas, si une entreprise vous fait rêver, aller directement devant les bureaux, envoyer une lettre, faire des choses un petit peu différentes et oser. Voilà. Oser, le même mot d'ordre que Jean-Christian Kiep. Juste un mot, une question business, on en parlera plus demain. Donc, on a bien compris le concept, on a compris que Aurus s'adressait à des grands comptes essentiellement. On a vu des noms comme Ikea, Vinci, La Poste, Immobilier. Combien de clients à l'instant T et les objectifs ? Aujourd'hui, on réunit 20 grands logos, donc c'est des grands comptes comme tu le disais, comme Ikea ou Vinci. Et aujourd'hui, les objectifs, ça va être de s'étendre sur les parcs immobiliers de ses clients et d'aller conquérir le marché plus loin en France, à l'Europe, sur les prochaines années. Et avec déjà, donc on a oublié de le dire, donc un jeune parcours, l'entreprise créée en 2023, levée de fonds déjà de 2,2 millions en 2024. Donc on peut applaudir Fanny Sauvé, cofondatrice d'Aurus Énergie. Et mes deux associés qui sont là-bas plus haut. Les deux associés, on peut les citer. Alors, ils ne sont pas de Dauphine, mais on les aime quand même. Je te laisse les Ça va, citer. On les accepte, on a bien besoin d'ingénieurs pour faire tout ça. Donc voilà, Alexandre et Théophile qui sont là-bas, avec sans qui on ne pourrait pas avoir créé ça. La fine équipe d'Aurus Énergie. Oui, un mot encore, non ? Si je peux me permettre de profiter du moment pour cette soirée spéciale aussi, pour fêter l'anniversaire de mon papa qui est aussi là. Bah voilà, c'est le moment famille, voilà. Comment il s'appelle le papa ? Vincent. Et ben voilà Vincent, bravo pour tout, bravo. Et bravo à vous Fanny, on fait une petite photo pour conclure ce moment. Donc à demain Fanny, pour la France a tout pour réussir, demain voilà, donc on sera diffusé à 14h30. On va terminer donc avec, comme chaque année, le Grand Prix dauphinois, la dauphinoise de l'année. Je vous rappelle le dernier palmarès, il y a eu Antoine Joutot, Natacha Kazna, Frédéric Sanchez et l'année dernière ici même Audrey Azoulay. Pour remettre donc ce Grand Prix dauphinois 2025, j'appelle deux étudiants du programme Francfort, Sarah Sador-Jardy et Evan Bergsma. Quel succès! Quel succès! Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Donc quand j'ai dit programme Francfort, donc ça veut dire voilà, vous avez une licence franco-allemande qui est en cours. Vous êtes sur 2 campus. Comment ça marche? Exactement. Donc là, nous sommes 2 étudiants de 2e année et nous passons 3 semestres à Paris, puis 3 semestres à Francfort. Voilà. Et tout se passe bien. L'amitié franco-allemande se passe bien. Evan? Elle se concrétise, oui, effectivement. Se concrétise. C'est important. On a besoin d'eux, y compris pour libérer certains de nos prisonniers. On va parler à présent de ce Grand Prix. Donc, c'est vous deux. Je ne sais pas qui va nous dire qui est le Grand Prix dauphinois 2025. Evan? Alors, cette année, donc, le prix dauphinois 2025 est décerné donc, à une personne qu'on connaît très bien dans le monde franco-allemand, qui est Philippe Odo. Philippe Odo, que l'on va recevoir dans un petit instant. Juste avant, donc, on va justement parler de ce qu'est le groupe financier Odo BHF. Voici donc une courte vidéo de présentation et on reçoit Philippe juste après.
Merci d'accueillir le Grand Prix dauphinois 2025, Monsieur Philippe Odo. Bonsoir Philippe, bonsoir. Et bien voilà, donc c'est sous ce feu d'artifice magnifique. Je crois que le micro marche, il faut le monter vers le haut. Voilà, ça fonctionne bien. Ah, ça marche, oui. Eh bien, félicitations, vous êtes donc Merci, le Grand Jérôme. Prix dauphinois 2025. Un petit mot de réaction avant de vous laisser sous le feu des questions d'Evan et de Sarah. Eh ben, très ému. C'est un grand honneur pour, je crois, toutes les équipes du groupe et ma famille, l'histoire. Et tous ceux qui animent la maison aujourd'hui. Merci beaucoup. Votre histoire avec Dauphine, c'était vous êtes de quelle promo? Alors, je suis rentré en... Je crois que c'est marqué 1980, vous voyez. Voilà, Voilà. promo Là, 80. C'est la promo. Bon, j'ai oublié. Dauphine, j'ai envie de dire, d'abord, je me suis fait des amis pour la vie. Et voilà, c'est formidable. J'ai rencontré beaucoup de gens de talent, intéressants. J'ai été très heureux à Dauphine. J'ai appris. On ne travaille pas énormément à l'époque. Maintenant, je suis sûr qu'on travaille beaucoup. Ça a bien changé. Mais ça m'a laissé du temps de faire éventuellement d'autres choses. Mais commencer à essayer d'apprendre du droit, de l'éco, etc. Et puis finalement, je me suis lancé dans le syndicalisme. Donc j'ai été élu. Et j'ai rencontré une personne qui m'a beaucoup inspiré, qui a été Henri Tesnas du Moncel, qui était à l'époque président de Dauphine. Et dont un amphithéâtre porte le nom, là, juste à côté. Voilà. Et qui était un homme formidable. Et qui, vous savez, dans la vie, on rencontre un nombre de gens et vous dites, tiens, je sens qu'il a confiance en moi. Et voilà, c'était quelqu'un qui voyait les gens et qui donnait et inspirait confiance. Et ça m'a beaucoup aidé. Et à l'époque, j'étais membre du comité de conseil de l'université. Et j'ai adoré ces moments-là avec lui. Voilà, donc ça fait partie des personnes en qui j'ai envie de dire merci. Evan, Sarah, quelques questions à Philippe Odo. Oui, bonsoir monsieur, c'est un honneur de vous avoir ici. Merci. Vous voulez revenir sur votre expérience dauphinoise. Vous avez eu un DUG, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent de 2 ans d'une licence d'économie. Oui. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes sur votre parcours avant d'intégrer HEC? Alors, dans mes aventures de syndicaliste, bon, c'est vrai que j'avais un profil un peu classique. Et donc, j'allais dans les amphis, dans les TD, etc. Voilà, essayer d'expliquer notre programme pour l'université. Et puis, j'ai été confronté à un concurrent. Et la liste s'appelait Mafia. Et ils sont arrivés, ils ont apporté des ânes dans l'université, etc. Je reconnais que j'étais un peu dérouté. Et finalement, à la 2e ou 3e élection, ils ont fait mieux que moi. Donc, j'ai appris. J'ai appris de mes échecs, il fallait savoir se renouveler et pas hésiter voilà, à trancher un peu par rapport au classique. Evan. Peut-être encore une petite anecdote sur les cours que vous avez eu à Dauphine. Est-ce que certains vous marquent encore jusqu'à aujourd'hui? J'ai eu des profs. J'ai eu un prof de fiscalité qui était exceptionnel et qui était tellement passionné par la fiscalité, l'impression qu'il n'en dormait pas la nuit. Et c'est vrai qu'il y a des gens qu'on rencontre qui ont une matière qui paraît être un peu technique et puis qui paraît être ces choses avec passion. Je me pose la question, j'ai pas oublié de savoir. Mais voilà, j'ai rencontré des gens passionnés à Dauphine et c'est très sympa. Okay. Donc j'ai envie de dire bravo Dauphine et soyez fiers d'être dauphinois. Une dernière question de la part de vous deux. Évidemment, on peut applaudir. Donc maintenant, peut-être une question sur votre parcours professionnel. Donc Odo, comme vous l'avez dit, c'est 175 années d'histoire. Ce n'est plus seulement Odo, c'est aussi le groupe Odo BHF, un groupe européen depuis la fusion avec la banque allemande BHF. C'est aussi une nouvelle culture qui se développe. Donc quelles sont les compétences dont vous avez dû faire preuve pour, si vous voulez, gérer ce groupe, l'étendre et faire en sorte que votre groupe soit de plus en plus connu aujourd'hui, notamment en Europe. C'est très rare d'avoir une banque européenne, une banque franco-allemande. Donc, quelles sont les compétences notamment que Dauphine vous a données, HEC peut-être après, et aussi peut-être la vie que vous pouvez peut-être nous présenter ce soir? Je ne sais pas si c'est le moment du conseil aux étudiants ou pas, mais en tous les cas, j'ai envie de partager une conviction. C'est qu'on va là où on regarde. Alors, j'aime bien le vélo et j'aime beaucoup monter, mais j'aime beaucoup aussi descendre. Et quand on descend et qu'on aborde une courbe, eh bien, si on regarde le milieu du virage, on est sûr qu'on va se planter. Et le secret pour arriver à aller vite,
c'est regarder la fin du virage. Et là, on voit, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais ça passe. Et à partir, voilà, la notion de vitesse, etc., est immédiatement calculée par cette approximation ou cette vision de la fin de la courbe. C'est vrai quand on monte une montagne. Et j'ai envie de dire, voilà, on va là où on regarde. Quand on habite Chamonix et qu'on ne décide pas d'aller grimper le Mont Blanc, on ne grimpera jamais le Mont Blanc. Alors, habitez Chamonix, regardez le Mont Blanc et allez-y. Et à ce moment-là, vous y arriverez. Et c'est ça la vie. Donc, regardez le beau, regardez ce qui vous aspire, ceux qui vous aspirent, mais les choses, vos idéaux. Et bien sûr, les choses ne se passeront jamais comme on l'espère, mais au début, ça prend plus de temps qu'on l'imagine, et à la fin, on va plus loin qu'on l'imagine. On va où on regarde, le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Odo, on vous applaudit et on vous remet ce prix. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on va faire. Est-ce que vous pouvez vous mettre là juste pour les photos? J'ai envie de dire un petit mot quand même, oui, parce pardon. que là, Sarah et Van font ce parcours franco-allemand. Vous avez compris, en 2015-2016, on a fait ce pari audacieux d'acheter une banque en Allemagne. Eh bien, c'était pas évident. Et puis finalement, la banque perdait de l'argent, et beaucoup plus que j'avais imaginé. Et après ça, les gens me disent, mais comment est-ce que vous avez réussi en Allemagne? Il n'y a rien de miraculeux. Il faut tout simplement y aller, apprendre l'allemand ou réapprendre l'allemand et s'intéresser à eux. Et on a eu un accueil absolument, et on a toujours un accueil formidable en Allemagne. Donc on n'est pas plus intelligent que les autres, on y va. On s'intéresse à eux, on apprend la langue et ça marche très bien. Mon rêve, et souvent on parle de la raison et de la passion. La raison, c'était de construire quelque chose d'européen en se disant, je connais la France, je connais l'Allemagne. Si on connaît bien les deux pays, on connaît la zone euro, c'est 60% de la capitalisation boursière de la zone euro. Donc c'était, je vous disais, c'est vraiment une étape formidable, très importante, et c'est le royaume des entreprises familiales. Mais la passion, c'est l'Europe. La passion, on sait très bien que sans Europe, on n'ira nulle part. Et on sait très bien que l'Europe, elle passe par l'Allemagne et la France. On parle de couple, on parle d'amitié, on parle d'axe, on parle de beaucoup de choses, de relations. C'est beaucoup plus important qu'on l'imagine dans la relation et dans l'avenir de l'Europe. On a la Commission, on a le Parlement, on a le Conseil. Ça, c'est le côté écrit du formalisme européen. Mais la réalité, quand les Allemands et les Français tombent d'accord, qu'est-ce qui se passe? Les gens du Sud se disent les Français sont arrivés à trouver un accord avec les Allemands. Ça ne peut pas dû être évident. Donc s'ils disent oui, c'est que ça doit être pas mal. Et les Allemands, quand ils trouvent un accord, les gens du Nord et maintenant un peu de l'Est se disent ils sont arrivés à trouver un accord avec les Français, ça va être pas mal. Et donc, en fait, ces deux gros pays qui sont les plus gros pays de la zone euro, mais ce n'est pas uniquement parce que c'est les plus importants de la zone euro. Il y a l'aspect culturel qui joue un rôle énorme. Donc je crois que tout ce qu'on peut faire pour cette relation franco-allemande, c'est extrêmement important pour l'Europe. Et on avait envie de dire, est-ce que ça peut marcher quand les Français et les Allemands travaillent ensemble? Je peux vous dire, depuis que maintenant on est 10 ans en Allemagne, ça marche. C'était voilà. Philippe Odo, Grand Prix Dauphinois 2025. Venez là pour la photo. Merci beaucoup, donc Philippe Odo, Grand Prix Dauphinois.
Et donc ainsi s'achève cette 8e édition de Made in Dauphine. Mais comme chaque année, le vrai mot de la fin, je vais l'accorder à celle sans qui cette soirée, vous le savez toutes et tous, n'aurait pas lieu, la cheville ouvrière de Made in Dauphine. Merci d'accueillir Sybille Auboineau. Sybille. Bonsoir Sybille. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Soulagée, ça y est? Alors je suis très soulagée, je suis très heureuse parce que l'amphi est plein. Et plein, je dirais, comme ça, à vue de nez, à moitié d'alumni, à moitié d'étudiants. Et c'est ce qu'on aime beaucoup à Dauphine Alumni, c'est ce mix générationnel qui est si important. Donc oui, je suis contente. D'ailleurs, il faudra que les lauréats pensent à récupérer leur champagne Nicolas Feuillat. Vous avez chacun le droit à un magnum offert par Christophe Juarez, Nicolas Feuillat. Donc là, c'est la séquence un peu traditionnelle des remerciements. Un peu comme au César. J'y vais, ok. Donc évidemment, merci au jury. C'est un vrai jury. C'est un vrai jury qui se réunit 3 à 4 fois par an, que j'embête régulièrement, que je relance. Il y a des discussions passionnées pour choisir chaque année un palmarès de très très grand niveau. Donc merci à Olivier Mousson et à Chloé Benjean pour avoir présidé avec brio ce jury. Et merci 1000 fois à Tiffaine d'accepter de prendre la relève. Et j'ai hâte des prochaines discussions que nous aurons tous ensemble. Évidemment, cette soirée ne pourrait pas avoir lieu sans nos sponsors. Donc je tiens à remercier vraiment chaleureusement EY, BNP Paribas et les champagnes Nicolas Feuillat. Et puis, sponsor également BFM Business. Sans Jérôme, il n'y aurait pas de cérémonie aussi rythmée et aussi... en plus, tu tiens le timing incroyablement. Donc merci. Si. Merci. Jérôme, grand pro, nous fait l'amitié chaque année de venir animer cette cérémonie et vraiment, je t'en suis très reconnaissante. C'est un plaisir. Merci, Sybille. Alors, je voudrais remercier tout particulièrement le président de Dauphine, Bruno Bouchard, pour son soutien indéfectible à Dauphine Alumni. Et je te remercie de placer toujours les alumni au centre de ta stratégie. C'est extrêmement important pour nous. C'est une reconnaissance de tout le travail que nous effectuons quotidiennement. Et également, je voulais... remercier la Fondation Dauphine, son président Vincent Montagne qui nous fait l'amitié d'être ici ce soir, et bien sûr sa directrice générale Pauline Leroux-Collin. Pauline travaille avec une équipe fantastique et moi j'ai vraiment un vrai grand plaisir à travailler quasiment quotidiennement avec Pauline pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice sur le rayonnement de Dauphine en France et à l'étranger. Et donc, je sais que dans d'autres institutions, ça ne se passe pas de la même manière et j'apprécie vraiment particulièrement nos relations. Alors, je vais évidemment parler de mon équipe très rapidement, une toute petite équipe. J'ai 3 personnes avec moi, Erika et Béatrice qui s'occupent de vous préparer un beau cocktail, et Lionel qui est en régie. Je les remercie tout particulièrement parce qu'ils sont extrêmement impliqués. Ils ont une grande fidélité puisqu'ils sont là depuis de nombreuses années. Ils sont arrivés à peu près en même temps que moi, donc il y a à peu près 10 ans. Donc vraiment merci à eux pour tout le travail effectué et merci aussi à la régie, à la direction multimédia de Dauphine qui chaque année nous aide à organiser cette cérémonie avec un grand professionnalisme, donc Sylvain Aucordier et ses équipes. Je voudrais évidemment, tout ce que nous faisons à Dauphine Alumni, et Christophe Chenu en a parlé tout à l'heure, ne pourrait pas être fait sans les bénévoles, plus d'une centaine de bénévoles qui nous aident, une trentaine d'étudiants également, chaque année, à développer le réseau, à animer ce réseau, à faire en sorte qu'on soit de plus en plus présent, notamment à l'étranger. Donc je remercie les administrateurs et les administratrices qui sont là ce soir du conseil d'administration, mais également les responsables de clubs, les responsables de chapters partout dans le monde pour leur engagement, à la fois avec beaucoup de fidélité, et c'est du bénévolat, c'est en plus de leur job, de leur vie de famille. Donc vraiment merci. J'ai presque fini, je vous rassure, mais je ne peux pas ne pas remercier mon président, le président de Dauphine Alumni, Christophe Chenu. Christophe, c'est grâce à toi que ce prix existe. C'est grâce à toi que le magazine Dauphine News existe. C'est grâce à toi que les petits déjeuners à l'opinion existent. Christophe est un vrai entrepreneur. Il est arrivé à Dauphine Alumni et il a dit bon, on va voir, je vais piquer tout ce qui se fait à HEC, parce que je suis alumni d'HEC, et puis on va voir si on est capable de le faire. Ben, écoute, nous on le fait avec 4 permanents, HEC en a 27. On le fait avec un petit budget qui est très 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 inférieur à celui d'HEC. Donc je suis très fière de tout ce qu'on a réussi à faire ensemble. Et enfin, je voudrais appeler sur scène les 3 étudiantes qui ont bossé énormément sur cette édition. Donc Clara Jurbert, Inès Brière et Iris Valère. Merci.
Cette année, vous n'avez pas recruté d'étudiants. Cette année, c'est encore une fois place et honneur aux femmes. Merci 1000 fois. J'espère que vous arriverez à nous trouver des successeurs, successeuses, enfin je ne sais pas comment dire, mais parce qu'on a besoin de vous. En fait, sans vous, on ne peut pas le faire. Donc, merci pour tout le boulot énorme que vous avez fait. Et donc, juste vous dire qu'il y a un cocktail ce soir sur le palier du second, 100% Made in Dauphine. Vous avez bien compris que cette soirée est 100% Made in Dauphine, avec Capeti, qui est une start-up lauréate, je crois que c'était 2018 ou 2019, et le cidre et la bière Happy, qui ont également été lauréats, et les champagnes Nicolas Feuillade. Juste avant le cocktail, alors j'invite le public à se rendre au cocktail. J'appelle les lauréats, les membres du jury, le président de Dauphine à venir pour une photo qu'on immortalise un peu cette édition, ce cru 2025. J'ai juste quand même oublié le principal, c'est que j'ai pas félicité les lauréats. Donc bravo, c'était quand même le principal et j'avais commencé par ça. Bravo pour tout ce que vous faites. Et puis on rappelle Sybille. On rappelle le photocall aussi, le photocall. Il y a un photocall si vous voulez être pris en photo qui sera près du vestiaire, près de la salle Raymond Aron. Venez pour la photo finale. Merci à toutes et à tous et très bonne soirée.